Bonjour à tous, 7 mai, veille d'un jour férié, enfin un jour férié, ce qu'il en reste. Ça sera peut-être le premier qu'on va nous supprimer prochainement. On voit tous les magasins qui sont ouverts. Bon, donc nous sommes le 7 mai. Tout d'abord, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui ont posé des commentaires. C'est vrai que j'avais un petit coup de mou la semaine dernière. Et franchement, je suis, comment dire, très encouragé, même un peu ému par les témoignages très très cordiaux qui m'ont été faits en me demandant de continuer et que ça intéressait vivement certaines personnes de voir ces modestes vidéos et que ça leur permettait d'avoir des renseignements complémentaires compte tenu que vous appuyez sur la 1, vous appuyez sur la 2, vous appuyez sur la 3, vous avez Télé Macron. Et tout ce qui fâche, on n'en parle pas. Bon, je commence un petit peu. Alors, effectivement, je réponds aux commentaires, on s'interpelle, j'apporte quelques indications complémentaires, mon correspondant vérifie, etc., etc. Donc, du coup, ça prend énormément de temps. La préparation un petit peu de cette vidéo prend aussi du temps, parce qu'il ne faut quand même pas que je vous raconte n'importe quoi. Et rien que d'échanger aussi, de répondre aux personnes, donc parfois 5% d'insultes, mais 95% de personnes, voilà, on échange. Je reviens sur Branco. Léger, hein, juste pour apporter une peu de modification. Hein. Tout ce qu'il dit contre Macron, je suis d'accord, je le répète, etc. Bon, moi, il dit, moi, j'ai pas besoin de lui. Je veux dire, il y a 3 ans, quand j'ai vu tous les médias autour, et puis toutes les combines avec Draghi, SFR, etc., etc. Bon, SFR, BFM, enfin bon. Voilà, moi, j'avais mon opinion, mais effectivement, beaucoup de personnes se sont laissées un peu embobiner, et Branco a le mérite d'avoir fait ce livre qui, donc, montre un peu toutes les ficelles de cette opération de marketing pour faire élire Macron. C'est une chose. Simplement, j'apporte des indications qui ne sont pas toujours dites pour les personnes lambda, hein, qui n'ont pas l'habitude d'aller chercher les infos un peu partout. Donc, on est d'accord que Branco est un pur produit du système actuel. Il a vécu dans le bon quartier, dans un bon milieu, avec des bons parents, avec des bons amis, les bons amis des parents, n'est-ce pas, quand vous êtes producteur et que vous avez des vedettes de cinéma qui viennent manger à la maison. Et puis il a su se faire tout un milieu autour de lui, de gens bien placés quand même. Hein. Je rappelle, et c'est pour ça que ça me chiffonne un peu, donc j'écoute ce qu'il dit, mais enfin bon, il a tendance quand même à répéter toujours la même chose. Je répète une information, je ne pense que je ne l'ai pas mise dans ma précédente vidéo. Juan Branco, le 26 mai 2011, signait une pétition sur le site de Bernard-Henri Lévy, attention, aux côtés de Julien Drey, Pierre Berger, Delanoë, Ansel, Goupy, Jacques Lang, Payou, Yann Moix, Sopo, Dominique Sopo, Sifawi. Donc, il y avait une pétition, etc., contre tous ces gens de la gauche caviar, en fin de compte, hein, vous voyez, donc les donneurs de leçons signaient pour les djihadistes, l'armée libre sud, l'armée libre syrienne, etc., qui finira chez les djihadistes, contre Assad en Syrie. Voilà. Donc, ils étaient pour déstabiliser la Syrie, encore une fois, pour que ça profite aux États-Unis, au Qatar, à l'Arabie Saoudite. Bon, vous savez ce que j'en ai déjà dit sur l'Arabie Saoudite, donc voilà. Il s'est rendu à Londres en 2014 pour rencontrer Assange. Mais il n'était rien. Il n'était pas encore avocat. Donc quand on dit c'est l'avocat d'Assange, je veux bien, mais il est devenu avocat, il n'a pas prêté serment, et le concours, il est devenu avocat seulement en 2017. Il a prêté le serment. Il s'est installé à Paris depuis quelques mois, et il semblerait qu'il n'ait que 3 clients, dont son père. Voilà. Donc, il fait partie de Wikileaks depuis 2015, à ce qui paraît. Et
Il était conseiller juridique. Enfin, conseiller juridique dans les grands cabinets d'avocats, c'est un peu scribouillard. Hein. Bon. Mais l'air de dire je suis avocat d'Assange, non. Non. Quand il l'a rencontré, il n'était pas avocat. Bon, il était un fan de Assange, peut-être, mais en tous les cas, pas son avocat. Parce qu'il est avocat seulement depuis 2017. Bon, je clôt l'affaire Branco. Hein. Il donne des informations qui sont intéressantes, mais voilà. Alors, je vous parlais de BHL, de copain donc à Branco, donc je sais pas. Et puis maintenant, on va reparler de BHL. Et ça, je voulais vous en parler depuis des mois et des mois et des mois. BHL se balade dans toute l'Europe, dans la France. Bon, les entrées, c'est une somme modique, hein, 20 à 50 euros. On le voit sur un canapé, qui est en train de parler. Son spectacle, ça s'appelle Looking for Europe. Il fait campagne depuis des mois et des mois pour Macron. Comment dire alors, ce qui est pire, c'est que dans cette pièce, c'est un scandale. Hein. Franchement, les Gilets jaunes, faites quelque chose. Il insulte dans sa pièce de théâtre les Gilets jaunes en les accusant de casser du flic, du juif et du PD. Ceci est quand même une incitation publique à la haine, passible d'1 an de prison et de 45 000 euros d'amende. Personne n'en parle, hormis Didier Maisto, qui est le PDG de Sud Radio. Vous commencez maintenant à connaître Sud Radio, qui est en train de doubler ses audiences chaque mois. Donc même M. Maisto a demandé au CSA de comptabiliser les interventions audiovisuelles de BHL dans le camp de La République En Marche, parce que voilà, tellement il est pour l'équipe à Macron. Alors, ça c'est une chose, mais on en a trouvé une autre. À cause de M. BHL, on va dépenser 730 000 euros, un pognon de dingue. Pourquoi ? Parce que c'est justement cette pièce de théâtre, Looking for Europe, le monologue écrit et interprété par Bernard-Henri Lévy, va avoir les honneurs d'un documentaire, lequel immortalisera la tournée, forcément triomphale, tu penses c'est plutôt un flop, de BHL sur le vieux continent pendant la campagne des Européennes. Ce document a bénéficié de 300 000 euros de Canal+, 230 000 euros de France 3 et encore 200 000 euros d'Arte. Et alors, le paradoxe, c'est que BHL est président du conseil de surveillance de Arte. Donc, quelque part, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et ça, c'est une information qui sort du Canard enchaîné. Voilà. Donc, vous voyez où passe le pognon, hein, mais il n'y en a pas pour nous, mais bon. Maintenant, toujours la crise des Gilets jaunes. Ah, fantastique, hein. Samedi dernier, 1400 personnalités, hein, Juliette Binoche, Emmanuel Béard, des écrivains, des musiciens, etc., ont signé une tribune publiée par Libération. Ils défendent le mouvement des Gilets jaunes. Il était temps, au bout de 6 mois, un mouvement sans précédent et fustige la répression. Selon les signataires de cette tribune, ce mouvement réclame des choses essentielles, une démocratie plus directe, une plus grande justice sociale et fiscale, venant de la part de gens qui souvent planquent leur pognon à l'étranger, mais enfin bon. Et ils se disent, les Gilets jaunes, c'est nous. Ils se disent absolument concernés par cette mobilisation historique. Bah, tant mieux, hein, tant mieux. Nous voyons bien les ficelles usées à outrance pour discréditer les Gilets jaunes, écrivent-ils. Et ils dénoncent donc la manœuvre qui vise justement à traiter les gilets jaunes d'anti-écologistes, d'extrémistes, de racistes et de casseurs. Voilà. Évidemment, les mêmes artistes, ils ont des problèmes parce qu'en fin de compte, les salles de spectacle marchent nettement moins bien parce que les gens ne sortent plus à cause des manifestations. Donc aussi, il y a moins d'argent qui rentre. Alors, les artistes dénoncent également une répression qui s'aggrave chaque semaine. Hein. Ils disent rien ne justifie la mise en place d'un arsenal législatif dit anti-casseur qui bafoue nos libertés fondamentales. Et ils nous préviennent, hein. Nous continuerons à nous indigner plus fort, plus souvent, plus ensemble, préviennent les signataires sur la plateforme. Nous ne sommes pas dupes. Enfin, moi, je ne suis pas dupe non plus, hein, parce que je les vois arriver quand même avec leurs gros sabots. Alors, ils clament haut et fort leur amour pour les Gilets jaunes. Et décidément, les riches et l'oligarchie mondialiste semblent bien vouloir lâcher Macron. Hein. Manifestement, Macron a déçu ses sponsors et
ils sont conscients de l'erreur de casting. Voilà. Donc maintenant, les critiques des chaînes gardes ne sont pas voilées. C'est que ceux qui étaient pro-Macron commencent à le critiquer. Et donc, serait-ce l'augure d'une fin de mandat plus rapide pour l'actuel locataire de l'Élysée? Nous verrons. Nous verrons. Mais enfin, ça me surprend. Enfin, tous ces gens, au bout de 6 mois, commencent à réagir. Non, mais enfin, c'est franchement foutre de la gueule du monde. Enfin, bon. Bien. Ah oui, Macron. Le nouveau monde me surprendra toujours. Après des mois de blabla, Macron a décidé de changer. Comprenez, après avoir massacré les retraités, les automobilistes, maintenant il s'en prend aux entreprises pour faire du social. C'est-à-dire que pour baisser les impôts, il faut augmenter les impôts des entreprises. C'est-à-dire s'occuper des niches fiscales, alors. Un prix Nobel, Joseph Stiglitz, a quand même montré l'intérêt de déductions fiscales destinées à inciter les agents économiques à investir ou à employer dans certaines parties de l'économie. Évidemment, les niches fiscales ne sont pas toutes bonnes, mais parfois elles sont utiles. C'est peut-être une fausse bonne idée. C'est-à-dire que la plus coûteuse, en fin de compte, c'est le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Et ça coûte 4 milliards d'euros. Mais ça génère 1,6 million d'emplois créés, qui cotisent. Quand on a besoin de quelqu'un, on ne l'emploie pas pour réduire ses impôts, mais pour répondre aux besoins de la vie. Personnes âgées, garde d'enfants, voilà. Et ça permet de déclarer du personnel et non plus d'employer du personnel au noir. Donc, si l'on supprime cette niche, les cotisations patronales sont tellement importantes que le travail au noir va exploser. Vous donnez 12 euros de l'heure à une femme de ménage, mais vous sortez au moins 6 euros de charges sociales. Tandis que le fait d'avoir un crédit d'impôt permettait donc, en fin de compte, de déduire sur l'imposition, sur son revenu imposable, etc. Va-t-on augmenter donc, la TVA sur la restauration? Va-t-on augmenter le prix du gazole pour les travaux publics? Il a tendance à tout confondre, hein, les riches et les entrepreneurs. Qui est entrepreneur n'est pas forcément un ultra riche non plus. Hein. Mais c'est bizarre parce que l'impôt sur la fortune portait sur la spéculation. Macron l'a supprimé. Mais personne en France n'a intérêt à tuer les entreprises, parce que les entreprises, c'est aussi... il y a des tas de centaines de milliers d'entreprises, de petites entreprises en France, qui parfois aussi peuvent aussi avoir besoin de niches fiscales. Enfin bon, je vais vous sortir une blague quand même. Macron et ses acolytes sortent tous de l'ENA. Et maintenant, ils veulent supprimer cette école. Enfin, ils veulent plutôt la rebaptiser ISF, Institut supérieur des finances. Non, Institut supérieur des fonctionnaires. Franchement, laissez-moi rire. Ah oui, mais les Gilets jaunes voulaient le retour de l'ISF. Et ben voilà, vous l'avez, Institut supérieur des fonctionnaires. Bon. Quand on parle de Notre-Dame, je reviendrai peut-être tout à l'heure, faire un concours pour remplacer la flèche, franchement, c'est au gouvernement, hein, c'est pas des flèches. Hein. Bon, je vais passer à autre chose de plus sérieux. La misère. En allant à droite à gauche, à la pêche aux informations, je crois que Montebourg, notre ancien ministre, avait lâché quelque chose qui n'est plus possible de compulser, de voir. Il semblerait qu'il y ait 15 millions de comptes bancaires qui soient à découvert le 15 du mois. Est-ce que vous vous rendez compte comme les gens sont coincés par la société de consommation qui vous fait partir sur des cartes, etc. etc. Bon. Donc, ce qui veut dire que du jour au lendemain, les banques peuvent bloquer des millions de comptes. Et toutes ces personnes ne pourront plus acheter de quoi manger, car plus de chèques ni de cartes bancaires. Donc, c'est à méditer, parce qu'en fin de compte, le système bancaire, qui est très très pendu, peut faire pression sur le gouvernement pour être aidé, et en faisant pression sur ses comptes à découvert. Une triste nouvelle,
j'avais parlé il y a peut-être 2-3 mois, j'étais offusqué. Arjo Vigine, une société qui fabriquait le papier, un papier sécurisé, fantastique, pour des tas de choses, et notamment pour fabriquer les billets de banque. Bon, cette société, on la liquide, et un ouvrier s'est suicidé. Mais combien de personnes se suicident suite à des difficultés financières? C'est très très important. On a affaire maintenant à un mode, que je veux dire, on a un monde de mafieux et de tricheurs. L'État se gabe sur nous et dépense notre argent sans compter. Il dépense le fruit de notre travail. C'est ce que je voulais dire. Nous avons un gouvernement qui vit au-dessus de ses moyens et qui dépense l'argent des Français en leur demandant sans cesse de remettre la main au pot. Notre président banquier, évidemment, confond son portefeuille et le nôtre. La France est championne du monde des taxes. Il est temps de faire ménage et de renvoyer cette clique d'incapables, on s'en est aperçu, à leurs chères études le 26 mai prochain. Je compte sur vous. Même en chaise roulante, il faut aller voter. D'ailleurs, vous remarquerez, nous passons notre temps, lors des crises économiques, à sauver les banques aux frais du contribuable. Mais quand il y a des profits, des bénéfices, c'est pour les actionnaire. Bon. On s'aperçoit d'une chose, la logique, ce qu'on nous réserve, c'est démanteler l'État-providence pour pouvoir privatiser de plus en plus tout ce qui est redevable de l'État. Comme en Grèce, on privatisera les aéroports, c'est d'actualité, la SNCF, les hôpitaux peut-être, et peut-être même l'éducation. Vous aurez une espèce de garderie qui sera l'école publique, et dès que vous voulez que vos enfants fassent de bonnes études, vous êtes obligé de mettre la main au portefeuille et donc de payer pour des cours des institutions privées. Maintenant, il n'y a plus de place pour l'humain dans notre société. Et quand on parle d'humain, je vais mettre en lien une vidéo que j'ai découverte hier qui parle du boxeur. On dit d'Étinger. Et en fin de compte, il y a un livre qui est sorti sur lui qui s'appelle Cœur de boxeur, la vérité sur Christophe d'Étinger, fait par Antoine Peillon. Et donc, il y a une vidéo, vous la regarderez si vous voulez, qui explique que il y a quand même une certaine violence d'État contre ce monsieur qui avait un casier judiciaire vierge, qui avait des cartons et des cartons de lettres de recommandation de gens qui ont témoigné pour lui de ses bonnes mœurs, de son attitude très très pacifique, etc. Nous apprendrons que le gouvernement a menti sur les blessures des policiers. Un a eu 15 jours d'ITT pour quelques coups. Le second a eu 2 jours d'ITT parce qu'il avait 3 bleus. Si chaque fois j'ai un bleu, j'ai des ITT, je veux bien. Enfin bon. Quoi qu'il en soit, nous avons compris. La souveraineté nationale, c'est nous. Mais nous avons remis ce pouvoir entre les mains d'une élite qui nous a trompés. Ces gens, bien formés à la fonction publique, sont devenus des professionnels de la politique politicienne, mais aussi de redoutables manipulateurs. Petit à petit, ils ont tout verrouillé et se sont même attaqués à notre Constitution. La même Constitution qui est censée nous protéger. Hein. Bon. On s'en aperçoit chaque samedi. La police obéit désormais aux politiques et les politiques obéissent aux multinationales. La démocratie n'existe plus. Le peuple est devenu l'esclave de la finance mondialisée. On est dans un système oligarchique, l'être humain n'existe plus, passe au second plan. La nature, elle aussi, est sacrifiée, détruite, anéantie. Au profit, bien sûr, au profit des bénéfices des multinationales, prêts à détruire notre terre. Nous sommes maintenant au bas de l'échelle. Nous ne pouvons plus que remonter. Sinon, c'est le gouffre. Donc, en premier lieu, il faudra reprendre ce qui nous appartient. Et ça commence le 26 mai. On va parler un tout petit peu d'actualité. L'accusation d'un père de famille, qui est d'ailleurs d'origine qui est maghrébin, et qui se plaint
Je le cite. Il parle d'un chauffeur de la RATP. Ce type qui conduit un bus payé par mes impôts a empêché ma fille titulaire d'un pass Navigo valide et donc en règle, qui n'a jamais rien eu à se reprocher, de monter, juste parce qu'elle portait une jupe. C'est l'accusation lancée dans le Parisien le 3 mai par Kamel Benchek, un poète algérien qui vit à Paris. Selon lui, sa fille Élise attendait le bus avec une amie vers les buts de Chaumont, et le chauffeur se serait arrêté avant de redémarrer sans ouvrir les portes. Et ils ont réussi au feu rouge à taper à la porte du bus et qui lui a répondu « T'as qu'à bien t'habiller » en visant la jupe courte portée par la jeune femme. Donc, ce monsieur algérien revendique son islamophobie et présentait le chauffeur comme un barbu de type maghrébin. Voilà. Et il souhaitait porter plainte et aller jusqu'au bout pour que la RATP s'excuse publiquement. Il faut savoir aussi qu'il y avait une politique de recrutement à la RATP où on avait tendance justement à embaucher des personnes issues de l'immigration nord-africaine. Et le problème, c'est que ça dérivait et que même passé un moment, donc ces chauffeurs de bus refusaient de serrer la main à leurs collègues féminines, allant jusqu'à refuser de s'asseoir sur le siège de la conductrice qui était précédente quand on change de service. Donc là, on va quand même assez loin. On va reparler de Notre-Dame. Alors, moi, je suis à la recherche de Benjamin Mouton, l'ancien architecte en chef des monuments historiques qui a fait part publiquement de sa stupéfaction et de son incrédulité face à l'incendie de Notre-Dame. Incendie que l'on cherche absolument à nous faire passer pour un accident, au point d'avoir interdit à tout membre de la profession d'architecte de s'exprimer sur le sujet. Ce verrouillage sévère de la communication aurait mené M. Mouton jusqu'en Chine. Évidemment. Donc, ce qui veut dire que si M. Mouton n'est pas là, il serait parti en République populaire de Chine, il n'y a plus personne de compétent pour le remplacer. On s'aperçoit qu'en fin de compte, M. Benjamin Mouton est devenu le bouc émissaire du gouvernement, puisqu'on l'envoie en Chine, soi-disant. On prend toujours les Français pour de parfaits imbéciles. Ça me fait penser, rappelez-vous Rome, Néron. Est-ce que le pouvoir avait besoin d'un grand projet pour Macron, notre Néron moderne, qui passait par un incendie contrôlé à ses origines? Non, mais pas du tout. Non, ne soyons pas complotistes. J'ose espérer que M. Mouton reviendra en bonne santé, qu'il n'aura pas eu d'accident. Enfin bon. Puis, concernant les projets de la fameuse flèche, là, ouais. Quelque part, posez-vous la question, pour le concours d'architecture, si la Joconde avait été en partie brûlée, est-ce que vous préféreriez une restauration à l'identique ou une touche de modernité? Je sais pas, on pourrait faire la Joconde avec une casquette ou un piercing. Enfin bon. Et puis, je reviens là, à l'histoire des mégots. Là. Dans les attentats, on retrouvait toujours les passeports. Tout brûlait, sauf les passeports. Et maintenant, il y a des mégots. On nous explique qu'il y a quelques mégots qui ont été retrouvés sur l'échafaudage. Alors, tout l'échafaudage a brûlé, mais les mégots, ils n'ont pas brûlé. Ah ouais, d'accord. Bon, écoutez, voilà. Je cherche un document, je mets sur... Oui, j'ai retrouvé un document, oui, important, les accords de libre-échange. Écoutez bien. Le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, a franchi une étape décisive, mardi 30 avril. Dans un jugement très attendu, la Cour de justice de l'Union européenne a donné son feu vert au chapitre le plus controversé de l'accord qui instaure un système juridictionnel des investissements. Ce mécanisme permet à une entreprise d'attaquer un État devant un tribunal arbitral d'exception si elle estime qu'une décision politique a violé les règles du traité et lésé les intérêts économiques de la société, souvent d'une multinationale. Si jamais nous devions prendre des décisions pour la protection du consommateur, ne
glyphosate ou d'autres produits dangereux. Le fabricant pourrait se retourner contre l'État français ou les Européens en leur faisant un procès, en leur disant « Oh, vous nous devez de l'argent parce que vous avez interdit notre produit parce qu'il était dangereux. Nous, on pense qu'il n'est pas dangereux. Vous allez nous donner des sous. » Donc, on va être complètement pieds et poings liés. Et je complète ceci. Souvenez-vous, Nicolas Dupont-Aignan avait été exclu de C'est tabou, je crois, sur la 5, avec Cohen. Il s'était pris la tête concernant les avantages du libre-échange. Et moi, j'avais retrouvé, je voulais toujours vous en parler, mais bon, la richesse de l'information. Sur le CETA, moi, j'étais tombé sur un article fait par RTL, donc c'est pas complotiste, qui datait du 21 septembre 2018, qui parlait des céréales canadiennes produites avec de l'atrazine, un herbicide qui a été interdit en Europe, car il perturbe moi-même je suis perturbé, il perturbe nos hormones et donnerait le cancer. Mais les Canadiens l'utilisent. En tout, 42 pesticides interdits chez nous sont encore autorisés là-bas. Donc, le gouvernement avait promis, pas question d'ouvrir nos frontières aux produits cultivés avec des pesticides jugés toxiques chez nous. C'est la moindre des choses. Et ce n'est pas le cas. Les Canadiens peuvent toujours continuer à nous les vendre et sans être majorés d'une taxe. Parce que le but de l'accord commercial, c'est supprimer les taxes. Et sans les taxes, leurs produits bourrés de pesticides sont désormais moins chers que ceux des agriculteurs français. Donc on scie la branche sur laquelle on est assis. Mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, la Fondation pour la Nature et l'Homme, donc l'ex-fondation Hulot, dresse un bilan accablant de l'application de l'accord avec le Canada, car nous acceptons aussi sur notre sol du colza OGM sans que ça soit indiqué sur l'étiquette, alors que la mention contient les OGM est en principe obligatoire. Mais elle n'est pas obligatoire au Canada, du coup ils nous refilent leurs céréales contaminées. Rien n'a été fait aussi pour le saumon transgénique. Ils ont créé un saumon qui grandit 2 fois plus vite. Chapeau les Canadiens, mais il est interdit en Europe. Mais en fin de compte, il n'y a pas de contrôle pour repérer ce produit quand il vient chez nous. Donc la fondation ex-Hulot demande au gouvernement de suspendre l'application de cet accord commercial qui était censé n'avoir aucun impact sur notre santé et qui risque, selon l'OL, de transformer nos frontières en passoires à produits toxiques. C'est ce que dénonçait à l'époque Nicolas Dupont-Aignan, mais M. Cohen, lui, trouvait qu'on avait vendu plus de noisettes au Canada et que donc le CETA est une bonne chose. Tout dépend où on place l'intérêt des citoyens et des consommateurs. Bon, sur ce, j'en suis pas loin de 27 minutes, je vais m'arrêter là. Mais voyez, je veux dire, on ouvre les frontières, on fait n'importe quoi, et que ce soit même des gens qui écrivent des livres souverainistes comme Wauquiez, mais en fin de compte, les gens qui sont députés européens votent des lois avec les socialistes, des lois de... On ouvre tout, tout le monde rentre, tout va bien, ils nous vendent l'ordre d'aube, nous on s'empoisonne, et puis nos agriculteurs, eux, ils sont verrouillés parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser ça, ils n'ont pas le droit d'utiliser ça, les rendements ne sont pas les mêmes. Et voilà. Ah oui, une petite nouvelle aussi, on apprenait dans la semaine qu'il y avait un général qui était à l'Élysée, qui était mouillé dans l'affaire Benalla. Ben c'est bon, il n'y est plus, mais il a eu une promotion, il est parti s'occuper d'autre chose. Voilà. En fin de compte, c'est comme le préfet. Le préfet, il avait été limogé il y a 2 mois, et puis on lui a donné un poste, je vous en ai parlé la dernière fois, on lui a donné un poste au Conseil d'État, et voilà. Donc c'est ça, quand Macron nous promettait le nouveau monde, en fin de compte, c'est que des combines de l'ancien monde, c'est que des magouilles. Et puis, en fin de compte, pour pas que certaines vérités ressortent, le préfet, on lui a donné un os à ronger, il va toucher peut-être, je crois, 50 000 € de plus en plus de sa retraite. Et le général, c'est pareil, il est promu, donc il a un autre job. Et puis voilà. Et puis, comme ça, tout va bien, tout le monde s'écrase, on verrouille, rien ne sort des combines, et puis tout va bien. Et puis Benalla, il se balade toujours, il va en discothèque, au Maroc et tout, c'est la belle vie. Et voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Bien sûr, likez, puisque soi-disant ça compte pour YouTube. Partagez, abonnez-vous. Je vais essayer de continuer à vous donner un maximum d'informations et des petites choses comme ça, mais moi
qui me renforce dans mon idée d'être un Gaulois réfractaire et en opposition à toutes ces magouilles. Voilà. Merci infiniment pour le moment qu'on a passé ensemble. Je vous remercie, je vous embrasse et encore merci pour tous les messages d'amitié que j'ai reçus la dernière fois. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.